Bienvenue dans cette nouvelle analyse. C'est fou de voir comment des événements minuscules peuvent s'enchaîner pour bouleverser tout un continent, non? Aujourd'hui, on va décortiquer une chronologie vraiment fascinante, une histoire où les conséquences inattendues s'étendent sur plus de 23 ans. On parle d'un monde où la politique, la magie et le destin s'entremêlent de façon spectaculaire. Il est grand temps d'examiner comment un événement en apparence anodin peut déclencher des répercussions absolument massives. La question centrale de notre exploration, la voici. Comment une simple blague, un truc lancé comme ça de façon totalement sarcastique, peut lier un chasseur de monstres au destin d'une jeune princesse? On pourrait croire que les grands bouleversements géopolitiques naissent de déclarations de guerre grandiloquentes. Mais parfois, c'est littéralement juste une phrase lâchée au mauvais moment. Comment ce chasseur, habitué à rester en marge, se retrouve-t-il ancré au cœur même d'une lignée royale? C'est exactement ce qu'on va voir en suivant les fils invisibles du destin. Alors, plongeons-nous là-dedans, voici la chronologie qu'on va suivre. On commence en 1240 avec l'embuscade d'Adyerne, puis on fera un saut en 1249 pour le fameux banquet de fiançailles, et on terminera en 1263 en pleine traque de Syria. Première étape de notre parcours, l'embuscade en Aïdirne, le grand catalyseur de l'année 1240. L'année 1240, c'est vraiment le point de départ brutal qui nous rappelle à quel point ce monde est impitoyable. Il n'y a aucune sécurité, même pour les figures les plus puissantes. Imaginez un peu la scène. Yennefer vient de passer 30 longues années au service du royaume d'Edirne, 30 ans de loyauté. Et d'un coup, tout bascule. Un assassin surgit de nulle part et tend une embuscade, ciblant directement Yennefer et la reine Calice de Lyrie. C'est le chaos total, et ça montre bien que malgré des décennies d'expertise magique, le danger de mort reste omniprésent. Et les conséquences de cette attaque, eh bien, elles sont tout simplement dévastatrices. La reine Calice est assassinée. Et le pire, c'est que sa fille, à peine née, périt aussi dans l'attentat. Yennefer s'en sort de justesse, oui, mais le truc crucial à retenir ici, c'est son incapacité totale à les sauver. Cette impuissance face à la brutalité pose tout de suite le ton de cet univers. Même la magie la plus incroyable a ses limites face à la cruauté d'un assassin déterminé. Ce qui nous amène à notre deuxième grande période, le banquet de fiançailles, 9 ans plus tard. On fait un bond en avant jusqu'en 1249. On quitte les routes coupe-gorge basérines pour atterrir en plein milieu de la somptueuse cour de la reine Calante. L'ambiance devrait y être à la fête, n'est-ce pas? On célèbre le banquet de fiançailles de la princesse Pavetta, la propre fille de la reine. C'est un événement politique majeur. Parmi les invités, on trouve Géralt, le sorceleur, accompagné de Jasquier. À la base, ça ressemble à une banale mission de protection pendant une mondanité. Mais la présence de Géralt à cet instant précis est en réalité le premier engrenage d'une machine infernale. D'un seul coup, la cérémonie est interrompue par un invité que personne n'avait vu venir. Un type qui se fait appeler le hérisson d'Erlenwald, ou d'Uni. Il déboule dans la salle et exige ni plus ni moins la main de la princesse Pavetta en mariage. Sa justification, il affirme avoir sauvé la vie du père de Pavetta plusieurs années auparavant. Autant vous dire que cette revendication audacieuse jette un froid glacial sur l'Assemblée. Maintenant, ce qui est vraiment intéressant à analyser ici, c'est le contraste énorme chez ce personnage de Duny. D'un côté, physiquement, il est victime d'une affreuse malédiction. C'est littéralement un hérisson humanoïde, une créature que la noblesse rejetterait violemment. Mais de l'autre côté, on a son action passée. Il a bel et bien sauvé le roi. Cette dualité place la reine Calante face à un dilemme profond, coincée entre le dégoût et le poids d'une énorme dette impayée. Et c'est là qu'on aborde la troisième partie, le droit de surprise, une coutume extrêmement contraignante. C'est sans doute le concept juridique et magique le plus important de toute notre histoire. C'est quoi exactement ce fameux droit de surprise ? En gros, c'est une coutume ancienne, absolument inviolable. Quand quelqu'un vous sauve la vie, ce sauveur peut réclamer une récompense bien précise. Quelque chose que vous possédez déjà chez vous, mais dont vous ignorez encore totalement l'existence. C'est sur ce principe absolu que Dany s'appuie. En sauvant le père de Pavetta, ce dernier lui a accordé ce droit, liant ainsi le destin de l'enfant qui allait naître, bien avant que quiconque soit au courant de la grossesse. Alors, même si la loi est de son côté, la reine Calante refuse tout net. Pour elle, laisser sa fille épouser une créature maudite est tout bonnement impensable. Elle essaie carrément de faire assassiner Denis sur le champ. En une fraction de seconde, la diplomatie s'effondre et une bagarre d'une violence inouïe éclate en plein milieu du banquet. L'ordre royal vole complètement en éclats. Face à cette menace pesant sur Duny, la princesse Pavetta perd totalement le contrôle. Elle libère soudainement une puissance magique phénoménale, un vrai maelstrom qui ravage la salle et balaye les invités comme de fœtus de paille. C'est la destruction absolue,
Et ça dure jusqu'à ce que Geralt et le druide Sakasuri réussissent à intervenir in extremis pour endiguer le chaos et calmer la jeune fille. Passons maintenant à la 4e partie. Une blague du destin et le prix de cette intervention. Le silence retombe enfin sur la salle en ruine. Devant la puissance terrifiante de sa fille, Collante finit par céder. Elle donne sa bénédiction et consent au mariage de Duny et Pavetta. Et là, l'effet magique est immédiat. La malédiction de Duny est instantanément levée. Le hérisson redevint un homme normal. Un dénouement en apparence parfait, mais qui demande qu'une dette soit reconnue. Profondément reconnaissant pour l'aide de Geralt pendant la bataille, Duny insiste lourdement pour lui offrir une récompense. Geralt, qui se fiche royalement de ce genre de protocole, décide de clore la conversation avec désinvolture. Et c'est là qu'il lâche la fameuse phrase. Sur le ton de la plaisanterie, il invoque à son tour le droit de surprise. Il demande quelque chose que Duny possède mais qu'il ignore encore. C'est une blague sarcastique, une simple façon de se dérober poliment, persuadé qu'il ne recevra jamais rien en retour. Mais le retour de bâton est fulgurant. À l'instant même où Geralt prononce ces mots, la vérité éclate devant toute la foule médusée. La princesse Pavetta est déjà enceinte. Le chasseur de monstres solitaire vient, sans le vouloir, de réclamer par le sang et la magie l'enfant à naître de Duny et Pavetta. Le piège du destin vient de se refermer sur lui avec une précision mathématique. Passons à la suite et voyons comment tout cela se construit. 5e partie, la traque de Syria et la convergence en 1263. Les mots ont un poids, et le temps se charge toujours de nous le rappeler. On laisse derrière nous ce banquet de 1249 pour se retrouver 14 ans plus tard, en 1263. C'est l'année de la convergence. L'année où cette petite blague sarcastique se métamorphose en une crise géopolitique internationale. L'enfant de la promesse est né, elle a grandi, et le monde entier semble désormais focalisé sur elle. Ce qui se déroule sous nos yeux, c'est une véritable chasse à l'échelle planétaire pour retrouver Syria. L'empire de Nilfgaard a mobilisé toutes ses forces pour la pourchasser impitoyablement. Le pauvre druide Sakasuri se retrouve d'ailleurs capturé par eux. Pendant ce temps, des agents redoutables comme Cahir et la magicienne Phrygia retournent ciel et terre pour traquer la position de Ciri. C'est une traque acharnée, avec des armées entières et une magie de très haut niveau impliquée. Mais pendant que des empires entiers remuent ciel et terre pour l'attraper, Syria, accompagnée de Dara, tente juste de survivre. Leur fuite les mène au cœur des mystères mortels de la forêt de Brokilon, où ils font une rencontre décisive avec Eithne, la reine des Dryades. Ce face-à-face souligne parfaitement que Ciri n'est pas qu'une simple proie politique. Elle navigue à travers des forces très anciennes, tissant de nouvelles alliances en marge de cette guerre monstrueuse. Ce qui nous amène à notre grande réflexion finale. Tout a commencé par la mort violente d'une reine et de son bébé en 1240, prouvant la fragilité de la vie. 9 ans plus tard, une simple boutade de fin de banquet a scellé le sort d'un autre enfant à naître. Et en 1263, des empires s'effondrent et se soulèvent pour s'en emparer. Face à un tel engrenage de causes et de conséquences, quelqu'un peut-il vraiment échapper à la gravité du destin? Une question vertigineuse. Et c'est ce qui conclut notre analyse d'aujourd'hui, en gardant à l'esprit que les plus petits choix peuvent littéralement redessiner le monde.